Donc, je suis Bertrand Desmier, je suis expert associé à Tenaxia, ancien directeur de la business line RSE de Tenaxia. On va vous parler d'un sujet qui s'inscrit complètement de notre point de vue dans le thème choisi cette année pour cette nouvelle édition de ProDurable, celui de la régénération. Depuis 20 ans, en France, nous avons effectivement pu voir une évolution de la réglementation concernant le reporting RSE, avec la loi NRE, puis avec l'article 225 de la loi Grenelle II, avant d'arriver en 2017 avec la déclaration de performance extra-financière. Alors, on a vu cette évolution qui a démontré que la responsabilité sociétale devenait plus prégnante. Quand on parle de déclaration de performance extra-financière, au-delà, je dirais, de la sémantique, qui aurait pu simplement être un bel effet sémantique, performance extra-financière, ça voulait quand même dire ce que ça voulait dire. Dans l'esprit, on voulait convoquer les entreprises à la production d'éléments permettant d'attester de leur maturité en matière de responsabilité sociétale, en matière de performance extra-financière. Et puis, comme vous l'avez vu, avec ce Green Deal, avec cette évolution réglementaire européenne, avec un alignement des planètes comme on ne l'a jamais vu jusqu'à présent, afin d'embarquer les entreprises, de permettre aux entreprises d'apporter une contribution réelle, opérationnelle et en amont stratégique à cette transition écologique et énergétique, on a effectivement, avec la taxonomie, la SFDR et la CSRD, eh bien, un ensemble tout à fait cohérent. Et un ensemble cohérent, on va le voir, qui n'a rien à voir avec un énième exercice de conformité. Il va falloir effectivement vraiment faire évoluer les choses. Et c'est la raison pour laquelle vous avez peut-être vu sur le blog RSE Reporting un article qui s'intitulait, pardonnez-moi, je vais arriver à le dire, qui s'intitulait la régénération du reporting extra-financier. Pour pouvoir vous parler de ce sujet aujourd'hui, vous avez donc sur cette table Maude Gaudry, qui est co-responsable de la durabilité au sein de Mazars. J'ai essayé la traduction. Et nous, on a abandonné la traduction. Et qui est membre également de la task force de l'EFRAG, qui travaille donc au devenir de la CSRD. Nous avons également Solène Garcin-Charcosset, qui dirige la business line RSE de Tenaxia. Et nous avons Ghislain Boyer, qui est ESG Advisory Manager au sein d'Euronext. Voilà, je n'ai pas traduit cette fois-ci. Alors, je vais justement, Ghislain, une fois n'est pas coutume, demander à l'homme de bien vouloir présenter en premier, se présenter peut-être et présenter sa structure. Bien sûr, merci Bertrand pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Ghislain Boyer, je suis responsable de la business line ESG Advisory au sein d'une filiale 100% d'Euronext qui s'appelle Euronext Corporate Services. Comme son nom l'indique, présente et délivre des solutions aux entreprises cotées en bourse, mais pas seulement. Donc, je pense qu'on a effectivement un panel de certaines solutions derrière moi qui sont aujourd'hui commercialisées par Euronext Corporate Services. Pour vous donner quelques métriques, c'est environ 120 salariés sur plus de 10 pays maintenant. Et je pense qu'on passera d'ici la fin de l'année notre millième client sur l'ensemble des prestations qui sont ici. Sur la business line conseil avec laquelle nous avons conclu un partenariat avec Tenaxia, donc ESG Advisory, c'est une offre de service qui, là, en revanche, s'adresse aux sociétés cotées en bourse ou en voie de cotation et qui vise en fait à aider ces entreprises à se valoriser auprès des marchés financiers et auprès des financeurs et, le cas échéant, aussi à éviter d'être dévalorisées puisque malheureusement la dimension extra-financière peut aussi être à double tranchant et fonctionner dans les deux sens. Ghislain, merci. Solène, je te propose de présenter Tenaxia. Merci Bertrand. Donc, Solène Garcin-Charcosset, moi je suis directrice donc, de la business line RSE chez Tenaxia. Donc Tenaxia, notre raison d'être, c'est de concevoir, développer et mettre en œuvre des solutions pour la performance durable des entreprises et de leurs investisseurs. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises et leurs investisseurs à piloter leur performance durable à travers à la fois des solutions logicielles et du conseil auprès des entreprises.
On accompagne également les investisseurs à piloter la performance extra-financière de leurs investisseurs à travers également notre solution logicielle et puis nos solutions de conseil pour identifier les sujets ESG à piloter au sein de ces sociétés de gestion. Solène, merci. Maude, l'idée c'était on présente les entreprises, puis ensuite on passe effectivement au sujet qui vous a amené à participer à nos côtés. Maude. Bonjour à tous, Maude Gaudry, je suis co-responsable monde de, malheureusement on l'appelle toujours en anglais chez nous, Sustainability Service Line chez Mazars. Donc c'est la ligne de service qui en fait délivre des services de conseil et d'audit à nos clients sur les sujets développement durable. Mazars, c'est un groupe d'audit et de conseil d'origine française, mais c'est un groupe international, on est présent dans plus de 90 pays. Alors, je n'ai pas aujourd'hui des équipes dans 90 pays, mais j'ai des équipes dans une bonne quinzaine de pays. Mon rôle, c'est de développer ces services et ces équipes pour accompagner nos clients, qui sont souvent des gros clients internationaux ou des grosses PME européennes ou régionales, locales dans d'autres régions du monde. Et on couvre toute la gamme de services liés au développement durable, c'est-à-dire l'accompagnement à la stratégie, c'est-à-dire comment intégrer les enjeux de durabilité dans la stratégie métier de nos clients, et c'est aussi les accompagner dans les engagements parties prenantes, toute la chaîne de vraiment la stratégie en amont jusqu'à la production d'un rapport, et évidemment les services d'audit du rapport, c'est notre cœur de métier. Voilà. Maude, merci beaucoup. Alors, pour commencer donc à s'attaquer au sujet qui nous préoccupe, peut-être Solène, en avant-première, puisque tu présenteras le 8 octobre prochain les résultats de la 9e étude Tenaxia sur les pratiques de rapport et reporting RSE, extra-financier, de durabilité. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur l'état, je dirais, de l'art? Comment les entreprises aujourd'hui se préparent-elles à cette évolution? Est-ce qu'elles sont tout simplement prêtes à s'engager dans cette CSRD? Alors, effectivement, on a fait l'étude juste avant l'été, et donc on aura les résultats présentés le 8 octobre, mais on a posé la question aux entreprises où est-ce qu'elles en étaient sur le sujet CSRD, où est-ce qu'elles en étaient sur le sujet taxonomie, et les résultats majoritaires sont qu'ils sont quand même globalement encore en train de regarder ce qui se passe. Elles discutent, elles regardent les webinaires, elles discutent avec les organismes tiers indépendants, avec leurs consultants, mais elles sont encore relativement dans le flou à s'interroger sur comment appliquer ces différentes réglementations. Alors, la CSRD, il y a encore un petit peu de temps, c'est pour 2023. L'idée, c'est de se préparer en 2022. La taxonomie arrive beaucoup plus vite. Et pourtant, les entreprises sont globalement encore en train de s'interroger sur comment mettre ça en place, comment mettre ça en œuvre. Alors c'est vrai que la diffusion assez tardive des documents n'a pas beaucoup aidé à se positionner plus tôt, mais on est encore sur vraiment une vraie question de comment faire. Et ce qu'on a vu aussi dans les retours des entreprises, c'est que sur la CSRD par exemple, le sujet principal qui a été identifié pour les entreprises, c'est finalement, ça va être une homogénéisation des indicateurs. Voilà le constat. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a encore une pédagogie à faire auprès des entreprises. Donc, c'est un petit peu l'exercice auquel on va s'essayer maintenant sur, finalement, qu'est-ce que c'est que ces réglementations et est-ce que c'est juste, comme tu disais, un exercice de conformité réglementaire? Est-ce que c'est juste un sujet d'homogénéisation des indicateurs ou est-ce que ça va un petit peu plus loin que ça? Et on est bien d'accord que les entreprises actuellement assujetties à la DPEF auront à intégrer la taxonomie sur l'année fiscale en cours. Exactement. En partie, effectivement. Donc, on va sans doute revenir dessus, mais il y a l'idée de savoir déjà est-ce qu'on est concerné par la taxonomie, et ça va faire partie des sujets sur lesquels elles vont devoir publier dès la prochaine DPEF. Est-ce qu'elles sont concernées et à quelle hauteur elles sont concernées par la taxonomie? Donc, effectivement, pour les entreprises qui clôturent au 31 décembre, il faut se pencher dessus très sérieusement maintenant. D'accord. Merci pour cette précision. Alors, Maude, j'évoquais en introduction que tu étais membre de la task force de l'EFRAG par rapport justement à ce que vient d'évoquer Solène. Quand on dit aujourd'hui qu'on doit s'attendre à une régénération du reporting extra-financier,
Est-ce que ce n'est pas un délire de consultant prenant ses désirs pour des réalités? Est-ce qu'il y a vraiment... c'est du mythe ou c'est vraiment une réalité? Non, ça fait certainement frétiller les consultants parce qu'il va y avoir du travail, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité qui s'inscrit dans une évolution réglementaire qui a commencé il y a quelques années déjà, mais qui, je crois, est important de rappeler. Parce que sinon, ces différents textes, pris isolément et sortis de leur contexte réglementaire, en fait, ne font aucun sens, d'où les questions des entreprises sur « mais comment je mets ça en œuvre ?» Alors très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours approfondi sur la réglementation européenne, mais ce que vous voyez là, ce sont les grands jalons de ce qui nous amène aujourd'hui à la CSRD et demain à des normes de reporting extra-financier qui s'imposeront à toutes les entreprises en scope de cette directive, c'est-à-dire les DPEF plus des nouvelles entités, au même titre qu'on a des IFRS sur la partie financière depuis des années. Ça commence avec l'accord de Paris et l'engagement de l'Europe de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et d'aligner sur une trajectoire à maximum plus 1,5 ou 2 degrés d'ici 2030. Pour que ceci devienne une réalité, l'Europe s'est dotée de tout un arsenal réglementaire qui a pour intention de venir changer en fait la prise de conscience des acteurs économiques et financiers en Europe pour que tout le monde adopte des attitudes qui vont permettre l'atteinte de ces objectifs et un vrai engagement dans une transition à la fois climatique, environnementale, économique et financière. Pour ça, il faut des outils, il faut des cadres. Donc le premier qui était sorti, c'était le plan d'action de l'Union européenne pour financer la croissance durable, qui avait 3 grands objectifs que vous voyez affichés à l'écran. Ces 3 objectifs, vous les retrouvez dans les 3 grandes directives et règlements qui sont sur la slide, chacun venant couvrir un des 3 objectifs. Il y a la SFDR, dont on va reparler, qui s'adresse exclusivement aux acteurs financiers et qui leur demande plus de transparence et aussi plus d'engagement sur leur politique d'investissement sur des critères ESG. Il y a ensuite le Green Deal qui, lui, n'a pas d'effet réglementaire de reporting à proprement parler, mais qui fixe la feuille de route pratique de l'Union européenne à laquelle toutes les entreprises et les financiers doivent contribuer concrètement. Ensuite, on a la taxonomie dont on reparlera. La taxonomie, au-delà de l'exercice de reporting, c'est avant tout un outil pour permettre aux investisseurs de prioriser l'allocation des flux de financement et d'investissement dans des activités et des entreprises qui vont contribuer de manière la plus significative et la plus rapide à l'atteinte de nos objectifs, y compris climatiques. D'accord ? Donc c'est une question d'alignement de trajectoire business sur une trajectoire environnementale quand on parle du climat avec la taxonomie. D'accord ? C'est ça l'objectif de la taxonomie, d'où des listes d'activités qui ont le pouvoir et le potentiel technologique de nous amener là où on doit aller. Voilà. Et le dernier né, c'est la CSRD qui vient en fait compléter ce dispositif en créant un langage commun qui manque aujourd'hui dans le reporting extra-financier. Parce que si la DPEF nous dit quel type d'informations il faut couvrir dans une DPEF, elle ne nous dit pas quel langage utiliser, quels indicateurs en particulier. On est libre de choisir les référentiels internationaux que tout le monde connaît. La CSRD va changer ça en fait. Elle va nous doter d'un langage commun, ce qui va rendre l'information plus fiable et plus comparable, et ce qui va aider les entreprises à prendre des décisions économiques et stratégiques sur la base d'informations comprises par tout le monde, pour réaligner des trajectoires, et les financiers vont pouvoir ensuite, sur la base de cette même information, choisir d'orienter leurs capitaux. Donc il est là en fait le changement fondamental, cette régénération, c'est que c'est plus un reporting de compliance parce qu'on me demande de reporter, c'est que je vais m'en servir pour réinventer mon business model, le réorienter et le réaligner s'il le faut, et avoir un discours complètement transparent depuis l'analyse des risques et impacts, comment ça va affecter les changements éventuels de ma stratégie ou pas d'ailleurs, le programme de mise en œuvre que je définis et la façon dont je mesure ma propre performance par rapport à ce programme de mise en œuvre. Or aujourd'hui, on est plutôt dans un exercice de
compliance poussée un peu plus loin par un certain nombre d'acteurs qui sont en avance de phase sur des pratiques plus matures de reporting, mais la logique et l'approche va réellement évoluer dans un sens de prise de responsabilité et d'outils du management pour réinventer un business model s'il y a lieu. Voilà. Merci beaucoup, Maud, c'était très clair. Quand tu dis réinventer le business model, ça me fait penser à un atelier auquel je participais tout à l'heure avec comme intervenant le groupe La Poste et GRT Gaz, qui présentaient comment leur raison d'être avait été transformative, j'ai envie de dire des raisons d'être régénératives, condition sine qua non de la durabilité. Et quand j'écoute cette présentation, j'ai vraiment l'impression que ce que certaines entreprises n'ont pas encore appréhendé, c'est qu'on les invitait véritablement à régénérer le business model à l'aune de l'objectif de l'Europe vis-à-vis effectivement de la neutralité carbone, de la préservation de la biodiversité. C'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui, avec l'implication de l'ensemble de l'écosystème, banques et investisseurs. C'est très exactement ça. Et c'est aussi, pour certains, un réveil un peu tardif. Le monde économique et financier dans lequel on opère aujourd'hui est en train de se transformer à marche forcée. Il y a beaucoup d'entreprises et d'acteurs économiques pour qui ça reste un peu théorique. Et pourtant, ils sont exposés à des risques réels, physiques, notamment dans la transition climatique. Le fait de ne pas se préoccuper aujourd'hui de ce que, notamment le changement climatique, mais aussi la perte de biodiversité veut dire sur mon business, c'est potentiellement me mettre en danger de ne pas survivre parfois à moyen terme. On ne parle pas de dizaines d'années. Et donc l'objectif de toutes ces régulations, c'est bien ça, en fait. C'est réveiller les consciences et accélérer la prise en main et la traduction dans des stratégies business de nouvelles stratégies qui vont être durables. D'accord. Ghislain, tu partages cette vision. Comment cette régénération du reporting affecte-t-elle les entreprises cotées? Comment, plus largement peut-être, impacte-t-elle les investisseurs? Je partage tout à fait, d'autant plus que l'ensemble de ces réglementations, Maud l'a précisé, affectent en tout premier lieu les investisseurs, alors au sens très large, les banques, les fonds d'investissement, les fonds souverains, les fonds de pension, etc., les assureurs aussi d'une certaine manière. Et une part de la philosophie de cette vague de réglementation et de régulation, c'est aussi de dire que les flux de capitaux vont aider à accélérer ces transitions ou à accélérer ces changements de paradigme. Vous avez tous entendu effectivement cette phrase qui dit qu'une entreprise qui ne serait pas sustainable aujourd'hui aura disparu dans 20-30 ans. Je l'ai entendu aussi de la bouche d'investisseurs en disant aujourd'hui ne pas avoir une démarche de finance durable et responsable, c'est dans 10 ans ne plus avoir de clients. Donc côté investisseur, la pression elle est presque aussi forte que pour les entreprises. Alors effectivement on parle beaucoup de la pression qui est mise sur les entreprises cotées, mais cela vaut également pour le non-coté. Il suffit de voir aujourd'hui l'ensemble des banques françaises, européennes et même américaines qui recrutent massivement des analystes en charge des problématiques climatiques, des problématiques de transition énergétique, des problématiques de carbone, dans l'optique d'allouer ou pas des crédits, d'allouer des prêts aux entreprises et pas uniquement dans les entreprises cotées. On parle bien de la PME et de l'ETI, on va dire, du coin de la rue, si je puis dire. Oui. Donc cette réglementation, elle est concrète, notamment à travers SFDR pour les investisseurs. Et puis, il y a quand même une idée aussi dans cette vague de réglementation qui est de structurer cette jungle RSE, ESG, et aussi de lutter contre le greenwashing. Le greenwashing, il n'est pas uniquement à l'apanage des entreprises, il existe côté investisseurs. Je vous renvoie, il y a une quinzaine de jours, la controverse qui a touché DWS, donc le plus gros gestionnaire d'actifs financiers en Allemagne, accusé, il s'en est défendu, mais d'avoir gonflé la part des investissements dits durables dans ses portefeuilles. Et SFDR est censé effectivement lutter contre cette dérive, puisqu'il faudra monter patte blanche avant de communiquer sur le fait que vous avez des PEA, des assurances-vie ou des fonds d'investissement durables ou orientés vers la transition, etc., etc. Tout ce que vous et moi voyons tous les jours dans les médias, dans la publicité ou autres actions marketing.
En fait, par rapport à ce que tu viens d'évoquer et par rapport aux 2 tables rondes que nous avons organisées hier, je note vraiment une vraie convergence d'intérêts des différents acteurs qui accompagnent dans le quotidien les entreprises et qui les accompagnent dans leur développement. Hier, nous avions l'intervention pour le côté de Sycomore, nous avions pour le private equity Omnes Capital, et l'après-midi, nous avions LCL qui nous précisait qu'en tant que banquier, ils avaient un rôle prépondérant à jouer et qu'ils allaient travailler pour, pas uniquement parce que c'est ce qu'on voit très souvent, on aime bien employer le terme, ouais, on est challengé, on va challenger les entreprises. Ce que j'ai beaucoup entendu hier aussi, c'était on va accompagner les entreprises afin de les aider à respecter la trajectoire à laquelle elles sont vivement invitées à participer le plus activement possible. C'est ce qu'a évoqué Maud. Au-delà de tous ces sujets, il y a un risque d'abord climatique, donc environnemental majeur, qui peut effectivement venir mettre à mal, voire rayer de la carte certains modèles d'affaires aujourd'hui. Et la prise de conscience des investisseurs, et si on prend par exemple les assureurs, c'est comment je peux valoriser, ou sécuriser plutôt que valoriser, mon actif dont je suis actionnaire, dont je suis propriétaire, à long terme. En finance de marché, on a plutôt tendance à raisonner sur des détentions à 3-5 ans, c'est à peu près la durée de détention moyenne d'un fonds d'investissement dit classique sur les marchés financiers. Sous l'influence de très grands investisseurs, donc institutionnels, les mutuelles, les assureurs, les fonds de pension, les fonds souverains, donc des gens qui ont des capacités financières pour voir plus loin et qui ne sont pas dans des logiques de rendement immédiat, depuis quelques années, et c'est la genèse de l'ISR et de l'analyse extra-financière, on a voulu réduire le risque de controverse, le risque de perte de valeur, en demandant aux gestionnaires d'actifs, aux investisseurs, de voir plus loin que le 3-5 ans. Donc on a commencé du coup, à travers des critères extra-financiers, à essayer de donner une valeur ou de dévaloriser certains modèles d'affaires avec des horizons de 10, 15, 20 ans pour certains. Et ça, il est clair que les indicateurs financiers ne suffisent pas, voire ne donnent qu'une vision très partielle d'un modèle d'affaires et de ce qui pourrait l'impacter demain en termes de longévité. Alors justement, impact du modèle d'affaires, la déclaration de performance extra-financière, elle induisait le pilotage des indicateurs clés de performance identifiés dans le cadre de l'analyse de matérialité, de nature à faire évoluer le modèle d'affaires, ce qui est repris par la CSRD avec une très forte implication du management, tant du COMEX que du conseil d'administration. On est cette année à la 3e édition des DPEF, Solène. Tenaxia, en tant qu'à la fois éditeur de solutions logicielles de reporting et cabinet de conseil, est-ce que ton équipe, vous avez pu voir une évolution dans les pratiques des entreprises sur le pilotage de ces indicateurs clés de performance ? Alors oui, on voit une évolution, mais on voit que c'est encore un sujet difficile pour les entreprises. Les indicateurs clés de performance, les entreprises continuent à travailler dessus tous les ans pour essayer de continuer à trouver le bon indicateur de performance. Donc ça fait 3 ans que à peu près la moitié des entreprises avec lesquelles on travaille font évoluer leur KPI. Parce que voilà, finalement, c'était peut-être pas le bon KPI, parce qu'on a du mal à se fixer un objectif dessus. C'est peut-être pas le bon KPI parce que finalement, est-ce qu'il est si parlant que ça par rapport à l'engagement qu'on prend ? Donc, il y a encore une évolution sur les KPI. On sent que c'est un sujet compliqué pour les entreprises, notamment au moment où il faut se fixer les objectifs dessus, en fait. Ça, c'est vraiment le sujet, c'est la grande difficulté de la fixation des objectifs. Alors, sur le climat, ça va un peu mieux. Le sujet est quand même maintenant un peu mieux maîtrisé. Beaucoup plus d'entreprises se sont fixées des objectifs sur le climat. Il y en a encore un certain nombre qui travaillent dessus. Mais c'est un sujet, les objectifs vraiment prépondérants dans le travail des entreprises. On voit aussi que c'est un sujet qui commence à remonter doucement, enfin de plus en plus maintenant en comité de direction au COMEX. Avant, c'était un sujet, voilà, les KPI, on les regardait peut-être une fois par an, en une demi-heure, pour voir si ça allait. Là, maintenant, c'est remonté quand même plus régulièrement. Il y a des vraies interrogations sur les sujets. Les COMEX, les CODIR se sont plus emparés même des sujets de DPEF. On le voit. Avant, ils arrivaient à la fin, ils lisaient la DPEF, ils validaient.
Maintenant, ils interviennent un peu plus dans les processus de construction de la DPEF. Donc ça commence vraiment à remonter. Je pense que notamment le travail sur le modèle d'affaires, qui est un travail qui est demandé quand même, qui demande l'implication des dirigeants d'entreprise. Le modèle d'affaires, c'est pas un travail de la RSE. On fait prendre conscience aux entreprises et aux dirigeants que c'est un vrai sujet à prendre en compte. Et je pense que les réglementations qui arrivent vont accélérer vraiment cette prise de conscience des COMEX et des CODIR à prendre le sujet. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate. J'ai une entreprise en tête avec qui on travaillait depuis 5 ans avec le directeur des opérations. Depuis l'an passé, on travaille avec le PDG. Oui. C'est effectivement un bon signal. Maud, cette fois-ci, en tant qu'organisme tiers indépendant, est-ce qu'il y a une vision convergente avec Solène sur l'évolution des pratiques ? Oui, notamment, tu disais, Solène, à l'instant, le poids donné à l'analyse du modèle d'affaires et l'implication croissante des instances de direction. Et ça va dans le sens de l'histoire. Hein. Les dirigeants comprennent que c'est de moins en moins une contrainte de pure compliance. Alors, ils vivent toujours ça comme une contrainte. Hein. On n'en est pas encore à voir que le positif dans l'exercice. En revanche, ils voient bien l'intérêt, en fait, des questions sous-jacentes. Personne ne dit super, il y a... Non. Récemment, j'ai eu aucune conversation agréable sur les sujets taxonomie, réglementation. J'attends toujours. Mais... On se demande pourquoi. Voilà. Non, la tendance, effectivement, ça va être, et les textes qui arrivent vont vraiment insister là-dessus. Hein. Les prochaines normes, alors je ne peux pas vous dire comment elles seront dans leur version finale, mais pour être au cœur du réacteur, de l'écriture des prochaines normes de reporting européennes, et en application de la CSRD, parce que c'est ça notre feuille de route, l'enjeu, c'est vraiment l'appropriation des risques et impacts et opportunités. Et donc, on le voit aujourd'hui dans certains acteurs qui produisent des DPEF et qui sont assez matures dans l'exercice. On voit bien que les plus matures, ce sont ceux qui ont clairement articulé dans la description du business model ces risques, impacts et opportunités liés aux facteurs de durabilité et comment ils expliquent de manière très claire toute la chaîne de conséquences dans la stratégie business, dans l'organisation opérationnelle, dans le programme et les objectifs qui se sont fixés en termes de développement durable et dans le pilotage de la performance, les fameux indicateurs dont tu parlais, Solène. Et en fait, ça se voit assez bien dans les DPEF parce qu'il y a plutôt moins d'indicateurs et c'est des indicateurs qu'on arrive assez facilement, voire très facilement, à relier à 40 pages plus tôt une description de business model et d'analyse de risque. Voilà. Et ça va aller dans ce sens-là de manière encore plus cadrée, notamment sur la partie analyse de risque et d'impact. Alors, il y a eu un certain nombre d'articles produits depuis le début de l'année quant à l'ESG, parce que finalement, de vous à moi, ça fait donc des années qu'on parle de RSE, et puis on cloisonne, il y a la RSE d'un côté, il y a l'ESG de l'autre. Enfin, sauf que finalement, on parle de RSE quand il s'agit de l'entreprise, et quand c'est du point de vue des acteurs financiers, on parle de ESG. Ce qui fait que désormais, un certain nombre d'ailleurs de publications ne parlent que de reporting ESG, parce qu'effectivement, je pense que la durabilité, comme je l'évoquais tout à l'heure, a un peu de plomb dans l'aile. On parle beaucoup donc d'implication de la gouvernance parce que certains articles ont dit ok, on traite beaucoup de l'environnement, beaucoup de production sur ce E, beaucoup de production sur le S et peut-être pas beaucoup ou suffisamment sur le G. Cette notion de gouvernance, elle est omniprésente dans la CSRD. Est-ce qu'il y a... Donc ça veut dire que les directions financières, les directions risques, les directions générales sont appelées à de plus en plus s'impliquer. Tout à l'heure, Solène nous évoquait le fait qu'elle avait un exemple en tête, comme quoi désormais le PDG faisait partie intégrante du suivi de la DPEF. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux constater ? Est-ce qu'il y a des besoins d'évangélisation pour porter la bonne parole de la CSRD ? L'évangélisation, je ne sais pas, mais de l'éducation, oui, en fait. Je pense que ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est un manque de conscience des enjeux, réellement. Dès qu'on éclaire les enjeux pour des dirigeants, ils sont tout de suite très attentifs. Donc, c'est ça l'enjeu. Et oui, je pense que la place de la gouvernance va se rééquilibrer par rapport au E qui est un peu surdimensionné. Et pas simplement via la CSRD, mais aussi via une autre directive qui nous pend au nez, qui va arriver d'ici la fin de l'année,
européenne sur le sujet de Sustainable Corporate Governance. Et donc ça va vraiment brosser les dirigeants et les administrateurs en sens inverse du poil, parce que ça va vraiment, en tout cas dans le projet tel qu'on l'a vu du Parlement européen, de manière très significative, augmenter leurs responsabilités. Et ils n'auront d'autre choix que de se former, de s'entourer aussi d'experts, et de donner beaucoup plus de place à ces sujets dans leurs agendas de manière très régulière et très concrète. D'accord. Merci pour cet éclairage. Alors, Ghislain, on vient de parler là, de partage des indicateurs clés de performance, on vient de parler aussi de gouvernance. Le regard d'Euronext sur ces éléments, qu'est-ce qui va évoluer demain? Qu'est-ce qui est déjà peut-être en train d'évoluer? Alors, sur le pilier G, effectivement, le pilier gouvernance, c'est peut-être aujourd'hui le plus facile à lire parce qu'il y a un code de gouvernance européen pour les sociétés cotées, et puis il y a après une transcription domestique de ce code de gouvernance, la France étant plutôt le best in class en la matière, et les entreprises françaises, que ce soit à travers des lois locales, si on prend la loi Copé-Zimmermann par exemple sur la parité au niveau des conseils, ou d'autres initiatives, est plutôt un bon exemple. En revanche, il y a beaucoup de pays en Europe qui sont très en retard, les pays nordiques, les pays du Sud, l'Allemagne, pour lesquels cette notion de gouvernance durable, parce que c'est de ça dont il s'agit, et reste à prendre en compte et reste à mesurer. Aujourd'hui, il existe des indicateurs de gouvernance qui sont donc, on va dire, compliant, légaux, assez faciles. On peut faire un exercice tick de box pour chacune des sociétés. Cette information est publique, elle est dans le rapport annuel de l'entreprise, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle des indicateurs, on va dire, un peu cachés, qui seraient des indicateurs de maturité, justement, sur ces questions et sur ces problématiques. Donc, Maud, tu en as dit un mot, c'est en ligne de mire notamment des très grands fonds d'investissement. Alors BlackRock est très vocal sur le dessus et un petit peu schizophrénique aussi, mais le fait qu'aujourd'hui les administrateurs d'entreprises, je caricature, soient des messieurs blancs de plus de 65 ans dans la plupart des boîtes cotées, ça pose effectivement un problème. Le fait que ces messieurs n'ont jamais vu de leur vie ou lu de leur vie un ouvrage de près ou de loin lié à la problématique climatique, ça pose un deuxième problème. Et puis, je me souviens qu'il y a un an, ici à ProDurable, l'IFA, donc l'Institut français d'administrateurs, avait tiré à boulet rouge sur ses propres membres. Alors, je ne suis pas trop sûr de la durée, mais je crois que c'est à peu près ça. Sur l'année 2019, un administrateur français avait consacré en moyenne 1h30 de son temps sur l'année à la problématique environnementale et sociale. Voilà. Donc, c'est insuffisant. C'est un peu. Je ne sais pas, moi je questionne, vous savez, je fais le candide. C'est un petit peu court, mais. C'est un peu court. Alors, peut-être qu'ils lisent très lentement, je ne sais pas. Donc ça, effectivement, ça fait partie des indicateurs. Ou qu'ils lisent très vite et réfléchissent très vite. Il peut y avoir l'autre manière de le voir. Donc il peut y avoir effectivement ce genre d'indicateurs. Dans les indicateurs qui sont aussi masqués, c'est est-ce qu'il existe par exemple au niveau du conseil de l'entreprise. Donc ça peut valoir pour une société cotée comme non cotée. Donc dans le private equity, c'est ce qu'on commence à regarder. Est-ce qu'il existe dans l'entreprise un conseil RSE qui n'est pas en silo uniquement au niveau de la direction RSE et de 2-3 candidats internes selon leur bon vouloir, mais qui implique au plus haut niveau les instances décisionnaires de l'entreprise. Après, on peut aussi rentrer dans les critères de rémunération des managements, etc. Je crois qu'il y a une organisation, je dis peut-être une bêtise, Ethical Business, qui sort des indicateurs comme ça et qui donnait par exemple un chiffre relativement bas du nombre d'administrateurs qui déclarent des compétences climat. Ethics Board. C'est Ethics Board. Voilà. Hein, Ethics and Board. Oui, effectivement, c'est le cas. Alors, c'est l'un de nos partenaires avec Tenaxia pour le compte d'Euronext. Nous, le discours, on va dire, d'Euronext, qui est à la fois un discours institutionnel et à la fois un discours opérationnel. Euronext, aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est la première place de marché pan-européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelles que soient les destinations, enfin les places financières en Europe, c'est plus de 2000 sociétés cotées sur nos marchés de toute taille dans 10 pays. Donc forcément, on a un poids, on va dire, réglementaire et une voix qui pèse dans le domaine. Aujourd'hui, notre posture officielle, c'est d'amener les entreprises à aller au-delà, effectivement, de la réglementation sur ces sujets-là. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on le voit bien dans cette discussion aujourd'hui, c'est que la réglementation, elle est galopante et que si on est tout le temps en train de s'ajuster par rapport à la réglementation, on risque à un moment d'être un petit peu submergé par la vague. Alors, comme vous avez été très très bon au niveau du timing, il est 16h04, Nous sommes bien je vous propose pour chacun d'entre vous peut-être
le mot de la fin avant de répondre aux questions, le message que vous aimeriez faire passer par rapport à cette évolution réglementaire. Maude. Ça, c'est la question surprise qu'on n'a pas préparée. Voilà. Le message, moi, pour avoir ces discussions parfois difficiles avec les clients, c'est se décoller de juste l'analyse réglementaire. Il faut vraiment essayer de trouver des gens qui vont vous remettre ces obligations dans leur contexte et essayer d'y trouver un bien pour un mal. De toute façon, il va falloir y passer, donc autant en tirer de la valeur. Et il y a de la valeur à en tirer. Les textes sont loin d'être parfaits, mais ils sont quand même des outils très intéressants pour challenger des modèles d'affaires et donc réétudier la pérennité d'une entreprise. Et je pense que mieux vaut voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et je pense qu'il y a pour tout le monde à gagner, à jouer le jeu de manière positive. Merci beaucoup. Ghislain ? Je positiverai effectivement le sujet. C'est quelque chose que l'on a tendance à dire chez Euronext, mais on est vraiment convaincu de cela. Surtout pour les PME, cette dimension extra-financière, c'est une vraie opportunité. C'est une opportunité de différenciation, c'est une opportunité d'accès ou de diversification des financements. Et puis, c'est aussi, alors, pour les sociétés cotées, l'occasion de raconter une histoire un peu différente. Au-delà des métriques financières, au-delà de la performance, au-delà de l'EBITDA, de la rentabilité, il y a cet aspect-là. Pour les grandes entreprises, les enjeux, vous les connaissez, c'est les enjeux de la RSE, c'est les enjeux effectivement de l'image de marque, de la notoriété, de l'adhésion à la marque, de l'employabilité, tous ces enjeux-là, et ils sont réels. Et aujourd'hui, ce sont des critères qui étaient jusqu'à maintenant un petit peu abstraits, qui commencent à être pricés par l'industrie financière, soit du point de vue effectivement de l'assurance ou de la gestion du risque, ou tout simplement sur la création de valeur. Et c'est en cela où c'est positif. Et on commence effectivement à avoir des fonds d'investissement thématiques qui dépassent le cadre de la sphère purement pilier E, environnemental, climate, carbon footprint, etc. On commence à avoir des fonds qui s'appellent Happy at Work, qui valorisent la diversité des salariés, qui valorisent la formation continue des salariés, qui valorisent la parité, qui valorisent l'impact sociétal d'une entreprise, etc., etc. Donc plutôt une opportunité après l'exercice réglementaire, si tant est qu'effectivement on puisse être bien accompagné sur cet enjeu. D'accord, merci beaucoup. D'un mot, Solène ? Oui, alors je ne vais pas redire ce qu'ils ont dit, mais je suis complètement d'accord. Je rajouterais qu'effectivement, je pense qu'on l'a aussi dit, le sujet c'est vraiment d'impliquer la gouvernance. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir au niveau de toutes les entreprises, que justement ces sujets ne sont pas un pur exercice réglementaire, mais que ça va bien au-delà. Et je pense que pour que ça marche, il faut vraiment impliquer la gouvernance, les sensibiliser, leur expliquer tous ces sujets-là. Et je pense que vous aurez par exemple cette conférence en replay. N'hésitez pas à la diffuser auprès de vos gouvernances. Je pense que ça peut être très utile. Oui, puis on voit aujourd'hui qu'il y a des réflexions qui sont même très abouties sur la comptabilité écologique, sur le modèle CARE, sur la chaire de comptabilité écologique, avec effectivement la prise en compte des dépenses et des investissements, ce qui sous-tend que la gouvernance soit complètement au fait de l'impact de l'entreprise, des objectifs d'amélioration et des moyens et ressources à allouer. Vous avez maintenant, mesdames, messieurs, la parole pour poser des questions aux intervenants. Il y aura une première question au 3e rang, puis ensuite au 5e rang, s'il vous plaît. Oui, c'est madame, voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question du côté des investisseurs. Pour que le modèle d'affaires, quelque part, on intègre la partie opportunité donnée par ces indicateurs extra-financiers, toute cette taxonomie verte, etc. Il faut aussi qu'il y ait une vision à plus moyen-long terme. Parce que le dirigeant d'une PME ou d'une entreprise, sinon, il a une vision qui peut être excessivement court-termiste. Donc, est-ce que du côté des investisseurs, il y a un basculement vers un petit peu plus de moyen-long terme que ce ne l'était auparavant ? Oui, tout à fait. Alors, ça ne se traduit pas encore dans les flux. Néanmoins, effectivement, comme Maud l'a pointé, il est clair que cette vague de réglementation, elle va venir effectivement structurer le fléchage des flux et l'allocation des éléments financiers. Aujourd'hui, ce qui est valorisé, parce qu'il y a aussi
une courbe de maturité côté investisseur. Ce qui est valorisé de la part des investisseurs sur une entreprise, c'est une notion de transparence. Donc on rejoint effectivement ce que pointaient Solène et Maud sur le fait que si c'est incarné au plus haut niveau de l'entreprise, c'est quand même plutôt un très bon point. Et là, on rejoint effectivement la vision moyen-long terme. Donc, transparence, trajectoire, donc donner des objectifs et essayer de les atteindre, mais en tout cas être vocal sur le sujet. Et puis, le troisième enjeu, je dirais, c'est, alors qui est un peu plus subjectif, mais c'est l'ambition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même plutôt des investisseurs, pour ceux qui sont réellement ESG-oriented, plutôt une approche très bienveillante de ces démarches-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas demandé aux entreprises de devenir best-in-class dans leur secteur sur les piliers environnementaux ou sociaux en 6 mois ou en 1 an. On sait très bien justement, enfin les investisseurs savent très bien que c'est une démarche de moyen-long terme. En revanche, ça s'accompagne par des points d'étape qui sont donc ceux que j'ai cités, la transparence, des métriques, du coût du reporting bien évidemment, et d'où cette contrainte réglementaire. Merci. Monsieur. Oui, bonjour. Je suis complètement novice dans ce domaine, mais je voudrais comprendre les contraintes des entreprises aujourd'hui, parce qu'au-delà de la notoriété qui peut avoir un impact financier évident, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vu sur l'accord de Paris et puis tout ce qu'on a vu, mais concrètement, aujourd'hui, je suis dirigeant d'une entreprise, une multinationale, est-ce que j'ai des contraintes financières? Est-ce qu'on m'impose quelque chose pour ne pas respecter l'environnement ou l'inclusion, enfin, tout ce qui rentre dans le RSE? Je commence et tu complètes peut-être. Alors il y a 2 types de leviers d'incitation et de sanctions. Dans toute la législation ou régulation environnementale et sociétale, et quand je dis toutes, c'est des centaines de textes qui fixent des seuils de pollution, des quotas dans les critères sociaux, etc. Ça, c'est sanctionné. Parfois, c'est sanctionné financièrement, parfois, c'est des licences d'opérer dans des marchés qui sont enlevées. Donc il y a un vrai enjeu opérationnel, voire parfois stratégique. Ensuite, d'un point de vue financier, aujourd'hui, c'est encore pas trop le cas, mais Ghislain commentera un peu plus, mais ça va rapidement le devenir, c'est-à-dire que les banques et les investisseurs vont eux-mêmes devoir rendre des comptes à leurs autorités de supervision nationales et supranationales, lesquelles vont leur infliger des pénalités de capital si elles ne flèchent pas leurs investissements investisseurs ou bancaires sur ces activités qui convergent avec la trajectoire de transition. Et donc ça veut dire que les acteurs financiers vont resserrer leurs exigences et leurs politiques d'investissement et de financement, et ça va se traduire dans les tarifs, d'accord ? Donc je ne vais pas investir avec le même return sur une activité alignée, une activité non alignée. Et sur des prêts bancaires, c'est pareil. On le voit encore assez peu aujourd'hui, mais je pense que ça va arriver assez rapidement. Si je ne montre pas patte blanche, entre guillemets, je vais payer plus cher. Voire pas d'accès au crédit. Voire pas d'accès au crédit, en effet. Et il y a un exemple assez parlant que vous pouvez trouver sur le web. La plus grosse introduction en bourse de l'année 2021 à Londres, c'est Deliveroo, que vous connaissez tous. C'est potentiellement la première introduction en bourse sur laquelle les investisseurs financiers ont été très vocaux dans un processus où en général c'est quelque chose d'assez feutré. Dans un processus d'introduction en bourse, certains investisseurs sont convaincus et prennent des actions, d'autres pas. En revanche, c'est potentiellement la première introduction où notamment les très grands fonds d'investissement et notamment les institutionnels, les fonds de pension ou les assureurs anglais ont pris la parole dans les médias pour dire « je n'investirai pas dans Deliveroo parce que le modèle social de l'entreprise et ce qui en découle en termes d'impact me pose un problème en tant qu'investisseur, un problème de risque, un problème de rentabilité que j'estime à moyen long terme sur l'entreprise et donc à ce titre-là, je n'investirai pas ». Au bout du compte, Deliveroo est quand même en bourse. La finance ayant horreur du vide, il y avait toujours quelqu'un pour prendre les actions. Sauf que du coup, Deliveroo s'est quand même introduit 30% en dessous du cours cible minimum estimé. Donc on peut imaginer effectivement que l'entreprise est du coup moins valorisée, que les dirigeants du coup se retrouvent impactés et que dans un deuxième tour de table, peut-être que Deliveroo aura peut-être des sujets dans une future augmentation de capital un peu plus difficile. Si demain ils ont besoin de faire appel au crédit, ils auront peut-être un crédit plus cher, etc., compte tenu de cet aspect-là. Et donc ce sujet du name and shame, parce que c'est presque de ça dont on parle,
ça commence à arriver, alors c'est très anglo-saxon pour le moment, mais ça commence à arriver effectivement côté investisseur. Alors ça ne sera pas le cas du côté des banques, mais côté investisseur financier, oui. Merci. Nous avons une question tout à fait au fond, sur votre droite, madame. Bonjour. Alors, une question assez pratico-pratique. Moi, par exemple, je travaille dans un fonds de capital risque où on est moins de 10 personnes. Et avec tout ce qui sort aujourd'hui sur taxonomie, SFDR, enfin, toutes ces réglementations-là, on se demande si nous, tout seuls, on peut réussir à comprendre ce qui est attendu de nous par rapport à notre taille, ou si le RCCI va nous suffire, ou si on doit se faire accompagner par un cabinet de conseil, enfin un peu savoir qu'est-ce que vous nous conseillerez de faire. Tout le monde a deviné la réponse que j'allais donner, je crois. Oui, j'imagine. Non, mais faites-vous aider à minima, de signez pas un contrat où on vous accompagne pendant 5 ans, mais demandez à ce qu'on vous éclaircisse la littérature et le paysage de manière assez pratico-pratique, et ensuite à vous de décider si vous pensez que sur cette base vous pouvez continuer tout seul ou pas. Mais surtout pour les acteurs financiers, franchement, la réglementation est très très complexe. Donc honnêtement, je connais personne qui fait ça dans son coin. Même les plus grands acteurs financiers, d'abord parlent entre eux confrères, et soit se retournent vers des autorités de supervision, etc., et vers des consultants pour être sûr qu'ils ont bien compris, parce que le coût de mise en œuvre est loin d'être négligeable, et je pense qu'aucun acteur financier ne peut prendre le risque de mettre quelque chose en œuvre qui est à côté de la plaque. Voilà. Merci. Allez, une question juste devant, il y a 2 questions. Alors je vous demanderai, mesdames, d'être hyper synthétiques, et vous aurez des réponses hyper synthétiques. Je t'avance. Je ne crains rien. Bonjour, merci pour toute cette présentation. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous parliez un peu, Madame Gaudry, de la fabrique de la norme sur le reporting RSE ou ESG ou de durabilité. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ? Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, les organismes de normalisation classiques que nous connaissons ne sont pas impliqués. Et donc, ça serait bien qu'on en ait un petit peu votre vision du sujet. Alors, en Europe, le travail préparatoire à l'élaboration des futures normes a été confié par la Commission européenne à l'EFRAG, qui est aujourd'hui la cellule qui conseille la Commission européenne sur les aspects normes de reporting financier. D'accord ? EFRAG va subir un changement de gouvernance pour devenir, il va recruter des membres qualifiés avec des experts sur ces sujets-là, pour devenir le conseiller spécial de la Commission européenne sur l'élaboration des normes. Qui sont les gens qui travaillent aujourd'hui dans la task force et qui demain travailleront pour l'EFRAG dans sa nouvelle gouvernance? Ce sont des professionnels du reporting extra-financier. Donc, qui représentent toutes les catégories de parties prenantes. Donc, ça va des émetteurs, des grands et des petits. Il y a des représentants d'entités cotées, de PME. C'est des représentants du monde académique, du monde de l'audit et du consulting. C'est aussi des représentants des organisations de la société civile. Donc, il y a vraiment, c'est très varié et il y a un vrai respect des quotas, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorie qui est plus représentée que d'autres. Par ailleurs, il y a aussi un équilibre de représentation des nationalités au sein des 27 membres européens. Alors évidemment, les petits pays européens ont moins d'experts que les grands. Donc l'Allemagne, l'Italie, la France en sont plutôt plus représentés que la Slovénie, par exemple. Et ces gens-là sont tous des gens qui ont... Aujourd'hui, il y a 35 membres dans la task force de l'EFRAG. Il est probable que le board et le groupe d'experts de l'EFRAG sera beaucoup plus nombreux. Mais ce sont des gens qui viennent des départements de corporate reporting, d'un département de RSE, de chaires, comme le disait Bertrand. Par voilà. Exemple, et donc c'est la mise en commun de toutes ces expériences qui devraient résulter dans l'élaboration des futures normes que la Commission devra adopter l'année prochaine. Très clair, merci Maude. Madame, la dernière question. Bonjour. Donc moi j'ai une petite question qui concerne les indicateurs. On entend beaucoup parler des indicateurs de performance et je me demandais, est-ce que vous pensez qu'il faudrait un peu se poser sur les indicateurs de risque plutôt, notamment pour pousser
toutes les entreprises au niveau de la gouvernance de s'attacher un petit peu plus à l'ensemble de ces questions extra-financières? Alors, c'est une excellente question qui ferait un superbe débat dans cette task force EFRAG, qui ne manquera pas d'arriver d'ailleurs. Vous me donnerez votre nom, je dirais que ça vient de vous. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans l'analyse de risque, il va être important de regarder certaines dimensions spécifiques du risque. Est-ce que ça doit reposer sur un indicateur ou sur une identification fine de la nature du risque et de la forme qu'il prend ? À voir. Le problème de l'indicateur, c'est qu'il résulte d'un choix d'illustration et il peut ne pas représenter de manière intégrale la réalité d'un risque. Donc, et par ailleurs, on parle d'indicateur de performance, c'est-à-dire à quel point je suis alignée avec la trajectoire et les objectifs que je me suis donnés. Donc on n'est plus dans du risque, on est vraiment dans de la réalisation. Donc peut-être qu'il y aura des indicateurs de risque, mais je pense qu'on va rester quand même beaucoup sur de l'indicateur et de la mesure de performance. En revanche, effectivement, dans la partie analyse de risque, il y a peut-être des outils à créer qui peuvent reposer sur des indicateurs. Merci. Solène, une précision ? Oui, pour compléter, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, les indicateurs, c'est un vrai sujet aujourd'hui au sein des entreprises. Ça fait 3 ans qu'elles doivent publier des indicateurs de performance, c'est déjà ce qui leur est demandé. Et ce qu'on se rend compte, c'est que déjà, trouver les indicateurs de performance, c'est compliqué. On reste sur certains sujets, encore beaucoup sur des indicateurs de moyens. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de réduire le risque ? Comment on procède, mais finalement pas forcément à qu'est-ce qu'on a atteint comme performance sur le sujet. Donc il y a un vrai travail et une vraie interrogation, et c'est le sujet majeur des entreprises aujourd'hui. Donc c'est vrai que la CSRD va aider sur un certain nombre de sujets par la publication d'indicateurs, mais il restera toujours une part spécifique d'indicateurs que l'entreprise devra publier en fonction de ses propres sujets, ses propres risques. Et là, il y aura aussi encore beaucoup de travail. Moi, j'ai une dernière question. Tous les 3, vous avez parlé de transparence. Avec la CSRD, on l'a vu sur le slide que proposait Maud, ça fait partie, je dirais, de l'organisation mise en place depuis quelques années visant à davantage de transparence. Et en échangeant hier avec un confrère, il me disait que pour lui, la CSRD allait présenter un écueil, notamment pour les entreprises qui, en France, n'étaient pas assujetties à la DPEF. Il pensait notamment au SS, qui échappait jusqu'à aujourd'hui, et aux PME, pour beaucoup de ces entreprises aujourd'hui, qui ne publient pas forcément leurs résultats, auxquels ils sont pourtant invités à le faire. Votre point de vue, qui veut répondre à cette question ? Il y a un nécessaire effort de sensibilisation ? Comment vous voyez le sujet ? Qui veut répondre ? Il y en a un de vous 3 qui répond. Le premier qui tire a raison. Allez, j'y vais. Effectivement, c'est un vrai sujet pour les entreprises. Nous, on accompagne des entreprises de toute taille, et c'est vrai que le sujet de la transparence sur des données déjà financières est une question. Quand on travaille avec elles sur les modèles d'affaires, on inclut forcément le sujet financier et les informations financières. Et il y a encore beaucoup de réticences dans les petites entreprises, notamment familiales, à publier des informations comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a un effort de pédagogie pour leur expliquer que ça va faire partie des critères importants à regarder. Et publier que de l'extra-financier sans publier de financier, c'est aussi assez particulier. Donc voilà, il faut vraiment arriver à travailler avec les dirigeants d'entreprise pour leur faire comprendre, les sensibiliser au sujet. Et c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ça peut être des entreprises qui ont 10, 20, 30, 40, 50 ans d'histoire, et c'est un changement de mentalité important pour elles. Gislain, tu veux ajouter quelque chose ? Non, simplement, il y a quand même une réalité de moyens qui s'impose à la fois aux acteurs de l'industrie financière de petite taille, Madame le pointait dans sa question tout à l'heure, et aussi des PME. Effectivement, il faudrait investir dans la fonction RSE un petit peu à tout niveau, donc il y a un petit appel à l'emploi de ce côté-là, mais clairement, de ce que l'on observe, et ce n'est pas forcément parce que l'on prêche pour notre paroisse aussi, mais il y a une vraie réalité aujourd'hui, parce que cette matière de la durabilité est mouvante, à externaliser un certain nombre de choses, notamment la charge de travail, et notamment sur l'intérêt de l'externalisation, c'est d'avoir une hauteur de vue que les dirigeants ou les opérationnels n'ont pas forcément toujours dans leur business sur ces sujets-là qui sont parfois un peu complexes. Eh bien, merci beaucoup. Maud, rien à ajouter ? Rien à ajouter, c'était très clair. Mesdames, Messieurs, merci de votre participation.